Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre à ce numéro spécial de Transmission où je suis encore bien entouré avec mes collègues Manuel As. Salut Olivier. Et Lucien Alflins. Salut les gars. Mais revenons dans l'actualité il y a quelques semaines, quelques mois, chères auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez sans doute remarqué, nous n'avons pas traité ici de The Batman. Et ceci délibérément, car à l'occasion de la sortie du film de Matt Reeves, nous avions envie, et depuis longtemps, d'inviter derrière nos micros monsieur Dick Tomasowicz, que nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui. Dick, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Dick. Outre votre Batmanophilie, Dick Tomasowicz, vous êtes aussi professeur de cinéma et en spectacle à l'Université de Liège. Vous êtes également écrivain, signant notamment un livre Shot, Alcool et Cinéma en 2015 aux éditions du Caïd, ou justement Batman, une légende urbaine aux impressions nouvelles en 2019 dans la collection La Fabrique des Héros. Dans la même collection, vous avez sorti un essai sur Dark Vador il y a quelques mois en collaboration avec Björn Olaf Dozo. C'est bien juste. Mais donc aujourd'hui nous vous recevons pour parler justement en long, en large, en travers de Batman, donc une figure que vous avez explorée dans votre livre, et plus spécifiquement à travers les adaptations ciné qu'on a connues, on va dire les adaptations à l'écran et particulièrement les adaptations cinématographiques depuis la fin des années 80. Et vous commencez votre livre par une description de la scène inaugurale du Batman de Burton de 89. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir votre livre sur cette scène ? Ça n'a rien fait de mieux depuis sur Batman, sinon. C'est parce qu'en effet, la scène me paraît extrêmement emblématique, à la fois de la construction du personnage telle que, en effet, elle a été bâtie au long de maintenant un peu plus de dizaines et de décennies dans la bande dessinée, et puis ensuite la manière dont le cinéma se l'approprie. En fait, on sent bien que dans ce début, cette première séquence, il y a directement une espèce de mise en scène de type mythologique. Et c'est quelque chose qui me semble assez important quand on parle des super-héros. Alors, pas sur cette idée que les super-héros, c'est la mythologie d'aujourd'hui, enfin, des trucs un peu rabâchés comme ça qu'on a beaucoup entendu, mais sur le fait, en effet, que il y a une espèce de mythification de ces personnages, les super-héros en général, qui est assez importante, qui passe par toute une série de procédés. Chacun des super-héros qui a bien fonctionné, de Superman à Doctor Strange, voilà pour le dire ainsi, a sa propre donc mythologie, évidemment, a sa propre histoire qui a été qui a des fondements qui relèvent d'une sorte de pensée archaïque de cette manière-là, et Batman est parmi ces pionniers dans les super-héros qui a une mythologie extrêmement importante, développée, travaillée, j'ai envie de dire, d'autant plus qu'il n'a pas de personnalité. C'est-à-dire que c'est un peu le super-héros sans personnalité, et donc l'espèce de conte et de tout ce qui soutient la force noire de Batman est, elle, par contre, très 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 largement mythologisée. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup occupé les comics depuis la création du personnage en 1939, et il y a eu différentes incarnations de Batman jusqu'en 1989 et jusqu'à ce que Tim Burton s'en occupe. Il y a évidemment du serial, il y a eu la série télévisée des années 60, le film sorti en 66 lui-même. Mais on était sur une espèce d'application du personnage de Batman sans vraiment le retour au fondement du personnage. Et ce que fait Burton comme geste fort, sans doute inspiré par un grand modèle, qui est le grand modèle du film de super-héros et à plus d'un titre relativement indépassable, qui est le Superman de Richard Donner, qui réussit à intégrer en fait une mythologie des comics dans des codes génériques particulièrement cinématographiques, donc le film catastrophe et la comédie sophistiquée, pour le dire vite. Burton aussi voit bien qu'il faut en gros relire quelque part les origines des super-héros. Alors depuis, c'est devenu une espèce de cliché, tous les films de super-héros à un moment donné commençaient par l'histoire des origines, etc. Ce que fait Burton, c'est qu'il détourne, c'est pas l'histoire de la naissance du personnage qu'il nous raconte, mais bien la mythologie du personnage qu'il nous raconte. Et ce geste-là me semblait très fort. Si on se rappelle un peu de la scène, comme ça je la redécris brièvement, mais ça fait longtemps que je l'ai plus vu, donc vous me corrigez. C'est justement un faux semblant. C'est en effet, c'est une question de mise en scène. Voilà, c'est ça dans le fond, puisque il y a deux vices en quelque sorte à la scène.
Le premier, rappelez-vous, on voit une espèce de Gotham extrêmement graphique, hein, donc on reviendra sans doute là-dessus, hein, mais sur quelque chose qui relève de la scénographie, du théâtre, de la bande dessinée et finalement du cinéma en quelque sorte, hein, mais tout ça mixé par Burton dans ce Gotham un petit peu de carton-pâte. Et on va suivre une famille, et donc cette famille s'éloigne hein, du droit chemin, si je puis dire, prend une ruelle pour aller plus vite en sortant d'une salle de spectacle. Ils n'auraient pas dû, évidemment. Le petit garçon leur disait que c'était pas une très bonne idée, mais ils y vont quand même. Le père fait comme s'il connaissait la route, mais il la connaît pas bien. Il se retrouve dans une ruelle. C'est un coupe-gorge. Ils sont menacés. Et en fait, on revit hein, ce que tous les gens qui s'intéressent à Batman connaissent bien, c'est-à-dire l'origine du personnage, puisque c'est dans cette fameuse allée du crime qu'un jour, le petit Bruce Wayne voit ses parents être tués par un bandit de passage dans ces ruelles, et qu'il va à partir de là souffrir psychologiquement et mentalement à ce point qu'il ne peut imaginer une autre vie que celle qu'il va passer à essayer d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Et donc on peut penser que cet enfant c'est Bruce Wayne, et puis très vite on comprend que non, pas du tout, puisque on a le regard de Batman qui voit cette scène-là, et on est déjà en quelque sorte sur une chose très importante, c'est l'échec de Batman. C'est-à-dire lui qui a voulu que ça ne se reproduise jamais, hein, qui n'arrête pas de dire, notamment dans la bande dessinée, que personne ne meurt ce soir, ne cesse évidemment d'être confronté à ses propres échecs. Et donc on a un Batman qui vous est présenté dès la première minute comme un mythe de Sisyphe, en fait, hein, dans quelqu'un qui va être pris dans une espèce de boucle dont il n'arrivera jamais à sortir, ce qui a été beaucoup développé par les narrations de comics, hein, c'est-à-dire qu'il est dans cette boucle, il n'en sort pas, il n'arrivera jamais à faire de Gotham la ville. Enfin, plus vous lisez les comics, plus vous dites que Gotham c'est l'enfer. Donc, en gros, on pense même qu'il a un effet néfaste. On pense même, hein, dans des bandes dessinées un peu plus postmodernes qui ont déconstruit les choses, que il est le créateur, en quelque sorte, des ennemis, en fait, qu'il a en face de lui, comme le Joker et d'autres. C'est ce que dit le Nolan dans son final, justement, qu'il a fini par contaminer la ville. C'est exactement le sujet du deuxième film de Nolan, hein, dans cette opposition entre le Joker et Batman, et ce sera en partie rejoué d'ailleurs, mais de manière plus indirecte, dans le film de Matt Reeves, mais avec une tierce personne, qui est donc le Riddler. Ça, c'est la première chose, et voilà, premier chemin de traverse. Et puis, le deuxième moment, c'est que Batman a suivi ces deux criminels, ces deux bandits, ils sont sur le toit d'un immeuble, et ils commencent à vouloir parler du putain, et puis il y en a un des deux qui commence à parler du Batman. Et donc un des deux est très inquiet, et l'autre lui dit « Mais arrête, c'est des histoires, tout ça, ça n'existe pas ». Et on a à ce moment-là le Batman qui apparaît, effectivement, dans une mise en scène tout en fumigène, en lumière de contre-jour, enfin bon, presque... surthéâtralisé en quelque sorte, une machine d'artifice, et comme si Batman se mettait lui-même en scène pour apparaître, et il va effectivement mettre en difficulté ces deux bandits, on va lui tirer dessus, il va tomber mais il va se relever, donc on a ce côté surhumain qui ressort, et puis pour aller très vite parce que la scène est très belle et assez longue quand même, hein, finalement un des deux bandits est suspendu au-dessus de la corniche, et le Batman ne le tue pas, mais lui dit fais ma publicité auprès de tes amis. Et donc il se construit comme ça, comme une rumeur. Voilà. Et c'était un peu ça ce que je voulais raconter dans ce livre aussi, c'est que Batman, contrairement à d'autres personnages, est assez dépourvu de personnalité, à vrai dire, et surtout un dispositif. Et ça vient de deux choses, hein. D'abord, on pourra le redire, hein, parce que je vais pas être trop long dans mes réponses, parce que je vois déjà que je suis long, mais c'est d'abord sur une construction visuelle qui est une première idée du personnage. Et le personnage est d'abord construit par vraiment une invention visuelle, et d'autre part, hein, c'est parce que Bill Finger, qui va être son premier scénariste, hein, et qui vient des histoires criminelles, des dime novels, du monde du polar, va très vite l'instruire dans un monde de brigands, et va très vite avoir cette idée, en effet, de quelqu'un qui fait peur au-delà de ses moyens, puisque Batman, on va dire, n'a pas de pouvoir, à vrai dire, hein. Un peu plus costaud que vous et moi a priori, et un peu plus malin que vous et moi, mais il n'a pas de super pouvoir, et donc il doit bien fonctionner sur cette idée qu'il doit inspirer la peur. Et donc cette idée que c'est une rumeur urbaine finalement, hein, ça nous permet de nous connecter aussi avec cette idée de mythologie, parce que qu'est-ce que c'est que finalement une légende urbaine, une rumeur d'aujourd'hui? C'est effectivement des éléments contemporains agrégés qui fonctionnent sur un vieux récit archaïque, hein, et qui tout d'un coup commence à circuler fortement. Et c'est vrai que Batman, c'est un personnage post-industriel, et je trouvais en effet que cette scène première de Burton disait un petit peu tout ça,
Voilà, pardon pour la réponse longue, mais la question était complexe. Hein. Elle dit aussi beaucoup du traumatisme du personnage, dans ce qui le rend faillible pour le spectateur et pour le lecteur de comics, et qui est cette idée justement que cette peur va être transformée et infusée à travers toute la ville. Oui, c'est ça. Alors, ce sera sans doute un peu plus mise en scène dans les films qui vont suivre. Chez Burton, je peux pas dire que c'est la question qui l'intéresse le plus. La dimension proprement, on pourrait y revenir, mais la proprement monstrueuse finalement du personnage, c'est vraiment son discours, quoi. C'est sur cette hybridation homme et quelque chose d'autre. Hein. C'est ce qui sans doute l'intéresse le plus, y compris même quand il décrit le Joker, dans le fond, interprété par Nicholson. Cette question de l'inversion de la peur, hein, ça va être quand même une des grandes histoires de Christopher Nolan, qui situe évidemment ces films dans un tout autre contexte, hein, puisqu'on est dans une Amérique qui, cette fois-là, a été traumatisée par les attentats de 2001, qui vit dans une forme de paranoïa, et donc la question de la peur devient centrale de ces films, avec des personnages qui, évidemment, j'ai envie de dire, ne pouvaient apparaître, qui étaient connus dans les comics depuis longtemps, ne pouvaient apparaître que chez Nolan dans ce contexte-là. C'est un personnage comme l'épouvantail, par exemple, hein, qui est vraiment une espèce de figure double de cette peur, et puis qui est largement mise en scène sur la peur, les doutes, que ce soit dans la scène évidemment de naissance de Batman où on le voit tomber dans un puits avec ses chauves-souris qui sont autour de lui, qui l'effraient et puis qui devient une espèce de motif récurrent de puissance même et de hantise du Batman sur la ville, que ce soit sur les affres du personnage jusqu'à en faire dans le troisième film, hein, de la trilogie un personnage empêché qui passe son temps couché parce qu'il a mal au dos, quoi. Il y a un pont qui m'intéresse, moi, dans cette scène d'ouverture du premier Burton, c'est que son arrivée dans le champ, elle est mise en scène pour le spectateur, et sa sortie de champ, elle est mise en scène pour les bad guys qui vient de gronder d'une certaine manière. Ça, je trouve ça super intéressant sur le rapport à la peur. Oui, qui laisse instiguer. Plus largement, il y aura tout un jeu que je trouve assez intéressant sur le hors-champ, sur qu'est-ce que nous voyons de Batman et qu'est-ce que nous voyons avec Batman dans le film. Ce que j'aime aussi pour finir sur cette scène, c'est la dimension fantasmatique du personnage, hein, puisque il y a un moment très clair où on voit la silhouette de Batman avec un plan aérien, et en fait c'est un moment d'animation. Et donc il a une silhouette très fluide qui passe comme ça, et donc on est sur quelque chose, une construction, en effet purement visuelle qui est assumée, et donc ça, c'est cette visualité du Batman, c'est voilà, qu'est-ce qu'on voit de lui, qu'est-ce qu'on voit avec lui. Il y a les belles scènes quand il est Bruce Wayne, parce que ce que j'aime bien dans ces Batman-là aussi, c'est que le Bruce Wayne existe vraiment. Je parle au-delà des goûts et des couleurs, chacun a son Batman préféré, son Bruce Wayne préféré, etc. Mais je trouve que c'est toujours un atout quand, dans ces récits-là, puisque c'est des récits quand même sur des problèmes d'ego, les deux personnages existent, et qu'il y a un Bruce Wayne et un Batman. C'est peut-être un des écueils du film de Matt Reeves, où le Bruce Wayne est quasi absent, en quelque sorte. Et donc ce Michael Keaton en Bruce Wayne existe, et notamment existe dans sa Batcave, hein, et on le voit derrière les miroirs, observer les gens qui viennent le voir. On insiste, hein, sans que ce soit dans une forme romantique exacerbée, sur la solitude du personnage, sur cette idée de puissance, de contrôle à travers l'image, et à travers du coup la mise en scène, puisqu'on voit bien tout au long du film, c'est quelqu'un qui se met systématiquement en scène, que ce soit en Batman, donc de la première scène, ou que ce soit en Bruce Wayne, lors de ses fêtes qu'il donne, lors même, hein, de ses relations avec le personnage féminin de la journaliste, hein, donc interprété par Kim Basinger, où tout d'un coup on retrouve en effet cette idée de comédie sophistiquée que Donner avait déjà un peu exploitée. C'est pour ça que j'en parlais au début. On a voilà un personnage qui joue des mises en scène et qui devient très insaisissable, hein. Qui est-il vraiment? C'est finalement Batman se définit par ce qu'il est, celui qui se joue des mises en scène. Dans les bandes dessinées, c'est très clair, hein, Batman n'arrête pas de se déguiser, par exemple. Hein. Batman, c'est quelqu'un qui fait de l'infiltration, il a plusieurs personnages, il se déguise en marin, en gangster, enfin... Il a plusieurs personnalités alternatives comme ça pour faire ses enquêtes. Quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma, à vrai dire. Hein. Même si on a parlé d'un Batman plus détective dans le dernier film, mais on n'a pas eu cette idée d'infiltration, de mise en scène de soi dans plein de contextes différents. Finalement, c'est peut-être les films de Burton qui le disent le mieux. He's here. Who? The Batman. What do? What anyone does when a prowler comes around. Call the police. You want the cops here? At this point, they can't stop us. But the Batman has a talent for disruption. Force him outside, the police will take him down. The things they say about him. Can he really fly? I heard he can disappear. Well, we'll find out. Won't we?
Vous dites que Batman n'a pas de personnalité, mais est-ce que en fait sa personnalité, ce qu'il définit fondamentalement en tant que héros ou en tant que personnage, c'est justement le trauma? Oui, c'est ça. Alors c'est ça un peu le problème parfois de ces récits, c'est que peut-on vraiment réduire une psychologie de personnage à un trauma, quoi? C'est un peu la question. Quand je dis qu'il n'y a pas de personnalité, évidemment, je le dis un peu de manière provocatrice, hein, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité forte, au sens où, en effet, on sent bien que, voilà, même les gens qui n'aiment pas Superman reconnaissent qu'il y a dans ce personnage qui essaye, parce qu'il y a une espèce de bonté et d'empathie absolue, générale, de se faire passer pour humain sans jamais pouvoir y parvenir. Et sa tragédie, c'est voilà, de côtoyer des humains qui mourront bien avant lui. Et donc, il y a ce drame-là qui est écrit, donc qui est un trauma permanent, en quelque sorte, en plus du trauma de la perte de sa planète, mais qui fait de lui un personnage qui veut être un journaliste, parce qu'il veut enquêter sur le monde, parce qu'il veut être intégré aux hommes, parce qu'il a une histoire d'amour, par ailleurs, hein, qui avec Lois Lane, et qu'il concrétise. Spider-Man, si je prends les exemples un peu extrêmes, Peter Parker est un personnage extrêmement défini d'un point de vue psychologique, hein, dans à la fois ses traumatismes, bien sûr, mais dans sa vie quotidienne. Et l'un des grands secrets, on le sait bien, de Stan Lee, quand il écrivait ses personnages, c'était de pouvoir faire résonner les vies des adolescents des années 60 hein, dans ses récits. Et on peut revoir aujourd'hui l'espèce d'adhésion encore très très forte qu'il y a à un personnage comme Peter Parker de la génération d'aujourd'hui, hein, tous ces jeunes qui ont été voir plusieurs fois le film qui était sorti en décembre sur les écrans. Il y a vraiment une adhésion très très forte à ce personnage, parce qu'en effet, il est assez construit, il a varié au cours du temps, mais il a une série de traits définitoires. Sur Batman, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, puisque on le résume très vite à son trauma. C'est aussi ce qui a fait que, et c'est une des choses qui m'a un peu passionné en travaillant dessus, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec Batman, et c'est-à-dire que vraiment, tout au long de ces décennies, j'ai pu lire des récits qui allaient dans tous les sens. C'est-à-dire même politiquement, j'ai envie de dire, il est impossible de cerner Batman, quoi. C'était dans les années 70, sous Denis O'Neill, c'est le type le plus progressiste du monde, quoi. Puis 10 ans plus tard, avec Frank Miller, c'est peut-être le type le moins progressiste du monde, quoi. Et donc on peut passer comme ça d'un côté de l'échiquier politique à l'autre en quelques dizaines d'années, ou même pas en quelques années, sans aucun problème. Il y a même parfois plusieurs séries qui sortent en parallèle de Batman. La personnalité n'est pas le même. Et c'est un personnage de tous les paradoxes, hein. Donc je le dis souvent, mais c'est frappant de se dire que c'est un personnage extrêmement solitaire, mais en fait, aucun personnage ailleurs dans les super-héros n'a une telle ribambelle autour de lui, entre son Robin, sa Batgirl, sa Catwoman, les Robin, il y en a un paquet, Alfred, évidemment, etc. Le commissaire Gordon, Lucius Fox, enfin, comme personnage solitaire, on a vu pire, en quelque sorte. Bon, c'est à la fois donc le plus puissant des héros, tout le monde en a peur. Superman en a peur, ça méfie de lui. Wonder Woman aussi. Enfin, il peut battre des dieux, des divinités. Enfin bon, voilà. Et en même temps, il n'a pas un seul pouvoir, si ce n'est, disent les mauvaises langues, sa richesse. Et donc, voilà, c'est un personnage de paradoxe qu'on peut tirer absolument où on veut, en quelque sorte. Mais il y a, voilà, ce retour, hein, ce qui fait identité chez le personnage, c'est ce trauma. Et c'est ce qui en fait sans doute, hein, j'ai l'habitude de le dire un peu, un personnage assez adolescent. C'est-à-dire un personnage dont la construction identitaire n'est pas finie, qui est bloqué à un stade de l'enfance, qui joue aux adultes, mais il joue aux adultes avec une cape la nuit, voilà. Et qui n'a pas la maturité de pouvoir se mettre en couple, qui ne peut pas s'attacher à des liens affectifs, qui a toujours un majordome pour veiller sur lui, en quelque sorte. Et donc c'est un jeune homme qui voudrait s'émanciper, il peut pas le faire, et même maintenant, il y a des récits avec un Batman très vieux, il a adopté des Robins, enfin bon, c'est une figure paternelle pour beaucoup, mais cette maturité n'arrive pas, en quelque sorte, et il est toujours relancé et recondamné à vivre ce trauma éternel, et c'est ce qui le définit mais dans ce trauma, il y a cette idée aussi derrière de la filiation et du père, et de la figure du père, qui incarne le riche américain philanthrope. Ouais. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est toujours repris, sauf par exemple dans le film de Todd Phillips, dont on pense tous le très grand bien autour de cette table, je pense, qui justement casse le moule. Et je pense qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui détruit un petit peu la mythologie du personnage, en fait. Parce que tout d'un coup, on casse ce référent, et à mon sens, on a presque les pots cassés dans le film de Reeves aussi, qui a cette tentative non assumée de corrompre un petit peu la figure paternelle.
Oui, le Joker, bon, c'est un film assez particulier, en effet, qui casse beaucoup de choses, à vrai dire, tout en prolongeant beaucoup d'autres. Bon, ce qui est absolument clair, évidemment, c'est que tous ces récits sont quand même créés donc, dans les années 30, 40, 50, 60, même pour Spider-Man et d'autres. On est dans un schéma patriarcal absolu. Et donc tous ces personnages se définissent d'abord comme héros parce qu'ils ont perdu leur figure paternelle. C'est tous des orphelins sans papa. Voilà. Et donc, il y a l'idée de construire tout à coup une figure masculine forte, qui est celle de la puissance, qui est celle qui va sauver les autres. Batman passe son temps à aller sauver Robin dans quantité d'aventures, et les autres super-héros n'arrêtent pas d'aller sauver Lois Lane, des femmes, etc. Bon, on est dans ce schéma-là de la masculinité salvatrice parce que il y a eu un père défaillant, on est un orphelin, etc. Et donc on est l'héritier un peu de ces histoires-là qui sont, je dois dire, bon, dont on sent bien qu'elles sont un peu obsolètes aujourd'hui, tout de même. Enfin, en termes de super-héroïsme, on peut commencer à inventer un peu d'autres choses. Ce serait pas mal. Ce que il faut bien reconnaître, Matt Reeves essaye de faire justement à la fin de son film, en essayant d'échanger la valeur finalement guerrière du personnage contre une valeur idéologiquement très marquée aux États-Unis aujourd'hui, qui est celle du soin, de la protection, enfin du care. C'est difficile à traduire parce qu'on n'a pas vraiment cette... Il termine le film presque en pompier. Voilà, c'est ça. Donc, quand il comprend que la ligne de démarcation bien et mal qu'il s'était faite est évidemment mise en péril, ce qui est un peu une vieille rengaine quand même, alors les choses, c'est de se rabattre sur, en fait... être le héros ordinaire en quelque sorte, les fameux héros qui étaient célébrés d'ailleurs, qui sont célébrés aux États-Unis depuis très fortement depuis l'attentat de 2001, les pompiers et les policiers. Faut se rappeler. Pardon, je parle beaucoup de comics, mais c'est difficile de pas comprendre ces imaginaires-là sans voir d'où ils viennent. Que début des années, 2001-2002, tous les volumes qui sortent aux États-Unis sont évidemment marqués et abordent très frontalement le 11 septembre. Il faut reconnaître une grande qualité à la fiction américaine, qu'elle soit en bande dessinée, en littérature, en cinéma, en télévision. C'est que ils sont dans l'ultra contemporain en permanence. Il arrive quelque chose, ils en parlent. Chez nous, on a souvent une pudeur des événements. On se dit que le traumatisme doit être repassé pour pouvoir le traiter. J'en disais 2 mots avec Fabrice Duhay l'autre jour qui me parlait de son film autour de l'affaire du trou qui va être construite. On se dit c'est pas trop tôt. Enfin voilà, on est dans ces réflexes-là. Alors les Américains, c'est jamais trop tôt en quelque sorte. Et donc on avait durant ces premières années énormément de fiction qui mettait en scène ces héros et on a des volumes de Superman, de Spider-Man, de Captain America qui viennent remercier les vrais héros en quelque sorte que sont les policiers et les pompiers. Et donc c'est ce que joue Batman. Et en effet, le Joker a joué un rôle là-dedans. Ce film, c'est un film ambigu parce que c'est un film en même temps qui n'est pas. C'est un film qui tire dans tous les sens. Voilà, qui tire dans tous les sens, auquel on peut faire dire absolument tout et son contraire. C'est aussi la limite de la proposition du film, c'est qu'on peut le lire de manière, voilà, c'est comme les mots qui peuvent se lire dans les deux sens. Voilà, c'est vraiment un film comme celui-là. Mais il a en effet le mérite de déconstruire une série de présupposés ou de clichés possibles autour du super-héros. Ce que le film fait assez bien de cette manière-là, en repensant un petit peu au film là pour tout à fait autre chose, pour une émission que je fais bientôt sur le cinéma des années 2010. Qu'est-ce qui reste, avec 2-3 ans de recul, qu'est-ce qui reste de ces années? Je m'apercevais que la collection Taschen, là, vous savez, les grands livres de cinéma Taschen, ils avaient choisi le Joker comme image de 2010, et ça me semblait être une image très juste, en fait. Pas forcément le meilleur film des années 2010, mais c'est peut-être le film qui dit à la fois la question des fake news, la question de la recréation de l'information dans les deux sens, la question finalement des émeutes dans les villes. C'est un film aussi porté par Trump. C'est un film aussi sur une forme de déréliction et de problèmes de santé mentaux dont on parle énormément. Et donc Covid a accéléré beaucoup les choses. C'est un film aussi autour finalement une espèce c'est un faux divertissement, un faux clown. C'est aussi un des films qui relie beaucoup l'histoire du cinéma. Bon, c'est un film qui évidemment est scorsésien à son comble, en faisant des références permanentes à Taxi Driver et à La Valse des Pantins. À la limite de l'embarrassant. Voilà, c'est ça. Mais bon, comme on en a vu plein d'autres, comme La La Land, comme évidemment Tarantino et So Once Upon a Time. En fait, c'est comme Guillermo del Toro et La Forme de l'eau. En fait, on est dans une décennie où parfois le côté, cet amour rétro est parfois presque embarrassant parce que on se dit ok Coco, on a vu les mêmes films que toi, mais
À partir de là, qu'est-ce qu'on fait un petit peu? Et je trouvais le Joker, du coup, témoignait bien de cette décennie. Et donc, c'est un film qui bascule pas mal de choses, y compris les films de super-héros. Et il est évident que le film Batman de Matt Reeves est une forme aussi de réponse. Une forme de réponse, hein, parce que je ne crois pas que du tout le public du Batman n'est pas forcément le même que le public du Joker. Non, et je pense que la problématique du Joker était aussi celle du Vigilante Movie, sur lequel est bâtie une partie de l'architecture de Batman. Et la problématique du Joker, c'est de donner des justifications à tous les actes meurtriers du Joker. Et c'est une vraie problématique, parce que c'est justement ça en fait pour le moins un film qui est très borderline par sa bêtise, qui ne cesse de lui donner une justification psychologique ou ce n'est jamais sa faute. Donc ça va complètement à l'encontre du schéma qui est développé justement dans les Batman sur cette notion de justice et de vengeance. D'ailleurs, il y avait un schéma en plus de mise en scène dans certaines scènes du Joker qui était assez problématique quant à l'adéquation entre le peuple qui se soulève avec le Joker et le spectateur, que moi je trouvais assez ambigu, je veux dire moralement parlant. Mais comme tu le disais, c'est un film qui tire dans tous les sens, et donc dans le tas il y a des balles perdues, ça. Ouais, c'est un film qui tire dans tous les sens. Enfin, en fait, c'est un film où il y a plusieurs films à l'intérieur, et donc il y a plusieurs récits qui d'ailleurs sont pas très compatibles les uns avec les autres, dans le fond. Il y a des films où des récits sont même annulés les uns par les autres. C'est quand même l'astuce finale du Joker, c'est que certains récits s'annulent à l'intérieur même du film. Et donc, effectivement, c'est un objet assez problématique de ce point de vue-là. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, sur la question de la responsabilité, de la prise de responsabilité, de la fuite de responsabilité, c'est un film qui dit pas mal de choses de son époque, et effectivement. I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. I know why you're afraid to go out at night. The Batman. See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately. Dent, he's just the beginning. And as for the television's so-called plan, Batman has no jurisdiction. He'll find him and make him squeal. I know the squealers when I see them. And what do you propose? It's simple. We kill the Batman. If it's so simple, why haven't you done it already? If you're good at something, never do it for free. How much you want? Half. You're crazy. I'm not. No, I'm not. If we don't deal with this now, soon, little Gamble here won't be able to get a nickel for his grandma. Enough from the clown! Let's not blow this out of proportion. You think you could steal from us and just walk away? Yeah. I'm putting the word out. 500 grand for this clown dead. $1 million alive, so I can teach him some manners first. All right, so listen, why don't you give me a call when you want to start taking things a little more seriously. Here's my card. Donc, vous l'avez développé. Batman, et vous le dites aussi dans votre livre, c'est une figure super-héroïque qui intègre énormément de marqueurs temporels dans son récit, et qui est aussi assez polymorphe, comme un terme que vous utilisez également. À travers son évolution à l'écran, en prenant particulièrement le film de Burton, les films de Nolan et le film de Matt Reeves, éventuellement un petit écart du côté de Schumacher si vous le sentez. Avant l'émission, vous m'aviez dit s'il y a moyen de parler de Schumacher, j'adore. Non, mais ne dites pas aux autres, parce que voilà. C'est aussi celui qui prend le plus de, peut-être, qui convoque peut-être à l'écran le plus de repères cinématographiques, le plus de l'expressionnisme pour Burton, ce genre de choses. L'évolution, est-ce que l'évolution de Batman à l'écran raconte aussi quelque chose du cinéma US en lui-même? Oui, sans doute, mais peut-être, je le dirais pas de manière linéaire et aussi facile, quoi. Enfin, je me méfie un peu de ce type de réduction, parce qu'en fait c'est toujours un peu c'est un peu commode en fait de se dire bon, voilà, ça raconte des choses, mais je pense qu'en tout cas chacun de ces moments, hein, bon, le moment Burton, le moment Schumacher à sa manière, le moment Nolan et ces derniers moments
parce qu'il y a le Reeves aussi, mais il y a toutes les autres apparitions de Batman dans des films collectifs. Snyder. Chez Snyder. Disent à chaque fois quand même quelque chose évidemment de la société américaine, de l'évolution du cinéma américain, de son embarras aussi à fonctionner avec cette figure. On a quand même l'impression que on sait de moins en moins quoi faire avec Batman, en fait. C'est un peu ça, surtout le sentiment qu'on a. On sent bien, en termes si on reprend un peu la logique de production, et on fait le récit de la production, c'est intéressant. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir de la sortie du Batman en 89. J'avais 14-15 ans, quoi, et c'était un peu dingue. Je veux dire, vraiment, c'était... pour moi, c'est mon premier grand souvenir de promotion, de blockbuster gigantesque. On ne faisait que parler de Batman en permanence partout. Il y avait ces images de symboles. Je me rappelle de ma mère qui comprenait pas ce que c'était. Elle me dit, mais pourquoi il y a des amygdales partout? Vous voyez pas la chauve-souris dans ce logo? Il y avait Prince qui passait sur MTV, mais 72 fois par heure. Enfin, c'était un matraquage comme vraiment hallucinant. Il y avait ce débat aussi de société, parce qu'on se disait, le personnage est gentil et sombre et tristounet, et le personnage méchant est un clown gentil, les enfants vont pas comprendre, on va l'interdire, donc c'était interdit aux enfants, et le débat dans plein de pays, enfin bon, ça tournait un petit peu dans tous les sens, et de manière un peu ridicule, et donc c'est un énorme succès pour un Tim Burton super jeune, il faut le rappeler, dans sa carrière. Et puis, il ne demande pas autre chose que de s'en aller du Batman, mais finalement, en lui promettant toute liberté sur ce Batman 2, sur le défi, il accepte, et le défi est un film profondément burtonien, ils sont tous burtoniens, mais certains, dans le noyau dur avec Édouard Romain d'Argent et je sais plus lequel, voilà, celui-là est vraiment un film au possible, avec ses références, vous l'avez dit, expressionnisme, avec cette grande foire aux monstres qui l'intéresse énormément, avec une espèce de romantisme gothique qu'il parsème tout le long de son travail, avec une attention évidemment à une direction d'acteur qui est presque proche du film d'animation, hein. Donc voilà, on est dans cet amour-là de Burton à ce moment-là, et évidemment il en sort complètement épuisé, il veut plus du tout s'en occuper, il a bien d'autres projets, pourtant Dieu sait si on lui fait des ponts d'or, et en fait il reste producteur du Schumacher. Mais comme il en a un peu marre de Batman, il est un peu dans le déni, il produit de loin, il fait pas attention. Quand il voit un peu ce qui se passe, il se dit vraiment ça l'intéresse plus. Et en fait, plus la production avance, plus son nom l'embarrasse même dans cette production. Mais il y reste, il accompagne quand même le film, ce qu'il ne fera plus par la suite. Le Schumacher rebat complètement les cartes, redémarre, et c'est un choix qu'on peut comprendre. Chaque Batman est un peu fait en rupture des autres, en fait. Quand on est dans une chronologie comme celle-là, on n'est pas encore du tout sur l'idée de Marvel Studios qui va créer des univers en expansion en quelque sorte, et qui va retrouver le goût du serial, c'est-à-dire de ces films à feuilleton. On n'a pas encore ce goût du serial comme chez Marvel Studios, et donc on pense fort en one shot à l'époque. Et donc c'est un Batman après un autre. Et comme on change après Tim Burton, Schumacher qui hérite du projet se dit il faut que je fasse totalement autre chose, totalement. Mais avec une esthétique qui soit hyper lookée aussi, puisqu'on est dans ces années BD, cinéma, avec tous les mauvais goûts possibles, beaucoup de cocaïne. Ouais, aussi, sans doute. Et puis, il a une référence, il dit, des Batman qui a quand même bien marché, c'est le Batman super kitsch des années 60, le Batman avec Adam West, et donc il part de là, et il retrouve une veine assez importante, de la chronologie batmanienne, qui est effectivement ces allusions, ces semi-allusions sur le fétichisme sexuel, plus que semi, plus que des allusions, voilà, c'est ça. Des gros plans fesses, oui. et plus. Et évidemment des suggestions d'un univers latent, d'un imaginaire latent homosexuel, qui était prégnant à d'autres moments de la chronologie de Batman, avec lesquels il décide de jouer et de s'amuser. Bon, chacun a ses goûts, et bon, moi je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal à voir ces films-là, mais il y avait une optique en quelque sorte, et qui correspondait quand même à cet imaginaire très clipesque, très mélange télé, bande dessinée, un peu provoque, à la new-yorkaise, du fétichisme, on va faire des tétons sur les costumes, etc. C'est une époque aussi, et donc voilà, c'est pour ne pas aller trop vite sur un geste, Schumacher, ce problème de mise en scène, et puis le film est fini. Non, en fait, ces deux films-là disent beaucoup de choses de leur époque, à vrai dire. Et puis c'est intéressant de voir comment aussi l'industrie va être un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça, puisque le personnage de Robin,
ne va plus vraiment apparaître, il apparaît vraiment... Il n'apparaît qu'à la toute fin du Rises, quoi. Donc on sent qu'il y a un malaise vis-à-vis du traitement de ce personnage-là et à ce qu'il renvoie, en fait. Oui, et c'est assez drôle là, que le cinéma n'avait pas pris la leçon de la bande dessinée, puisque c'était exactement ce qui s'était passé quelques décennies auparavant, quand on a commencé à reprocher, y compris le docteur Wertham, qui était un psychanalyste et psychologue très important de l'époque, qui était le chef de tous les hôpitaux psychiatriques de New York, qui avait été correspondant de Freud, enfin c'était pas n'importe qui. Parce que souvent j'entends qu'on le ridiculise un peu aujourd'hui, mais il faut savoir c'est quelqu'un qui est vraiment pignon sur rue, et qui, après avoir beaucoup travaillé des jeunes délinquants ou des jeunes qui avaient des problèmes dépression, s'apercevait que très souvent c'était des lecteurs de comics et des amateurs de cinéma. Ben oui, c'était des jeunes, quoi. Donc bon, mais partant de là, il avait fait une théorie qui était là pour le coup assez ridicule et problématique. Et donc pensait en effet qu'il y avait un imaginaire homosexuel latent chez Batman et Robin qui posait problème. Et là, l'industrie a dû répondre. Et en fait, Robin a progressivement disparu des comics. Et c'est à ce moment-là qu'on a surtout renforcé les personnages féminins et prêté une série d'étiles à Batman. Voilà, il y a des très belles couvertures. On voit que Batman se marie avec une Batwoman. Mais on a quand même Robin à l'avant-plan qui est là, qui dit mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Double sens. Et en fait, au cinéma, voilà, ils ont remis Robin et puis finalement ils ont été très embarrassés par cela. C'est surtout que le deuxième film de Schumacher n'est pas un désastre financier, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il est plus que bien rentable, mais quand même très très en deçà des attentes. Et on se dit, bon, on va laisser un peu reposer le Batman. Mais on ne le laisse pas reposer si longtemps. Hein. J'ai plus les dates en tête, mais grosso modo, ça doit être 1997-2005, entre 1997 de Schumacher et 2005 de Nolan, quelque chose comme ça. Et donc on voit, il y a eu 3-4 ans, on a laissé reposer, et puis on est reparti sur le projet de production. Hein. C'est le temps qu'il faut pour arriver au film de Nolan. Qui du coup prend une toute autre option, mais entre-temps, on l'a dit, ce qui s'est produit, c'est évidemment 2001, et c'est pas l'Odyssée de l'espace, c'est les attentats, bien sûr. Et c'est pas juste, j'ai envie de dire, un changement par rapport à la conception du héros, c'est tout Hollywood qui a changé. Entre le cinéma des années 90, qui était un cinéma néo-noir, volontiers inscrit dans une forme de paranoïa assez indicible, et les années 2000 qui vont retourner vers un film d'action beaucoup plus lisible, clair, beaucoup plus manichéen. Le monde a vraiment changé. Et donc là-dedans arrive Nolan qui va essayer de positionner son personnage comme précisément une espèce d'écho au monde, de miroir, de réflexion possible sur ce cinéma d'action et finalement la manière dont on peut penser un super-héros à cette époque. Et c'est une démonstration qui est en 3 phases en fait, parce que on est vraiment dans une logique presque démonstrative. Ça pourrait ressembler à une thèse de doctorat, ce que fait Nolan avec première étape, c'est de la dialectique. Je pose un élément, deuxième film, je pose son contre-élément et je le contredis, et troisième élément, je fais une synthèse où le Batman doit disparaître et la cité est rendue à elle-même. Donc c'est vraiment un côté très démonstratif dans cette argumentation, qui fait que les 3 films aussi ont, je pense, des valeurs d'attraction différentes. Il est assez évident que le film avec le Joker, le film avec Ledger, le deuxième, est sans doute le plus prenant et le plus fort, parce qu'il y a cette opposition très forte, justement. Le troisième est aussi, d'un point de vue du récit et de la manière dont l'action est menée, un peu le plus faible aussi, parce que précisément le personnage est en recul, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est son... Pour reprendre une scène qui est la fameuse scène dont on a beaucoup parlé dans The Dark Knight, avec le sonar inventé par Lucius Fox et toute l'écolocalisation qui ramène aussi à l'essence même de Batman, à sa propre mise en scène et au fait que sa vision du monde est en fait qu'un reflet de lui-même à travers le monde, on pourrait dire ça comme ça. Ça donne aussi un point de vue omniscient qui pourrait correspondre au plus grand rêve fasciste, mais je trouve justement que ce qui est intéressant dans The Dark Knight, c'est que par la suite, avec The Dark Knight Rises, il va prendre une autre optique là-dessus. On pourrait presque dire que The Dark Knight Rises a intégré, a digéré, je veux dire, tout ce qui s'est passé à New York avec Giuliani, etc. par la suite, alors que c'est peut-être ça commence sur la fin de The Dark Knight et puis ça prend vraiment son essor dans le troisième. Ça rejoint un peu ce que tu disais plus tôt, mais... Absolument, c'est très juste. Bon, je pense qu'en effet que c'est une scène très très commentée, mais c'est une des inventions les plus importantes de cette trilogie, je crois. C'est d'avoir
mis vraiment en scène cette vision panoptique, voilà, pour le dire comme ça, c'est-à-dire l'idée que finalement, s'il veut être ce vigilante qui permet vraiment, enfin qui réussit finalement à éviter que le crime ne se produise, il doit pouvoir le prédire au mieux. On retrouve en ça aussi d'autres fictions de l'époque, genre la Minority Report, voilà, qui parle de ça également. La grande idée ici, c'est d'avoir pensé finalement le sonar, la chauve-souris, et donc la chose est là vraiment pour le coup bien intégrée à toute cette mythologie batmanienne. La représentation aussi de cet écran est très très bien parce qu'il renvoie à une espèce de multi-écran. Il y a une relecture aussi dans la mise en scène même des mille-yeux de Dr Mabuse, mais à travers les vignettes qui sont les nôtres aujourd'hui, à travers lesquelles on voit les choses, et l'utilisation du téléphone portable lui-même comme instrument de surveillance. Donc voilà, c'est assez riche. Ça a été lu aussi politiquement de manière très forte, on s'en rappelle, puisque le discours que tient Bruce Wayne à ce moment-là face à Lucius Fox, qui lui dit ça c'est pas un instrument, ça fait pas partie de son contrat. Voilà, c'est partie de son contrat, et surtout personne ne doit avoir ce pouvoir-là, quoi. C'est pas un pouvoir démocratique par définition, c'est juste impossible. Donc Bruce Wayne lui répond en gros, c'est juste pour cette fois. Après, je te donne les clés, tu le détruis et tout ça. Et Lucius Fox accepte. Et en fait, c'est le Patriot Act. C'est de se dire, voilà, on vous met tous sur surveillance, mais c'est juste maintenant, parce que c'est juste maintenant, c'est tendu, les terroristes et tout ça, mais après, on détruit le truc, et on sait bien que c'était pas vrai, évidemment. Et donc, je crois que c'est le New York Times, à l'époque, qui avait fait ce parallèle et qui avait repris vraiment le Patriot Act et puis les phrases de Bruce Wayne, et il y avait une résonance très très forte, à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est une scène dont on a beaucoup parlé et qui, pour moi, est une des richesses, mais effectivement qui est remise en question dans le troisième film, qui est assez complexe, qui est pas forcément réussi, je pense, mais au contraire même en fait, parce que je crois qu'il y avait un sujet vraiment en or, notamment si l'équipe de Nolan avait respecté un peu mieux un des grands arcs narratifs de Batman, qui s'appelle No Man's Land, où effectivement Gotham se retrouve complètement coupé du reste du monde, on a coupé tous les ponts, et le chaos règne absolument, et donc on plonge vraiment la chauve-souris dans ce chaos, mais là elle est présente dans No Man's Land, et c'est vraiment des récits très très voilà, enfin qui me laissent en tout cas un souvenir de très grande réussite. Et là, voilà, ça, le film n'est pas au niveau. Moi, je trouve que ce qui est problématique, enfin, en tout cas, ce qui manque de niveau, comme tu dis, sur cette scène de fin, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant sur le fait que Batman vienne se battre en plein jour avec tous ces policiers qu'on a sortis des décombres, qu'à chaque fois, les deux grands méchants, les deux grands bad guys du film meurent dans l'ombre, à savoir un dans un palais de justice en plus ou quelque chose comme ça, et l'autre, Marion Cotillard, dont on a beaucoup parlé, sous un pont, alors que c'est le moment où Batman sort de la nuit et vient dans le jour. Moi, ce que j'aurais trouvé intéressant à ce moment-là, en fait c'est quelque chose qui m'a questionné quand je l'ai revu il y a quelques jours, c'est que à aucun moment les gens, les habitants de Gotham, le peuple, ne vient se joindre aux policiers pour lutter contre leurs assaillants, pourrait-on dire. Et je n'ai jamais compris pourquoi, ce qu'il essayait de raconter par ça. Il y a un truc qui n'est pas abouti autour du Robin, très clairement, et des petits signes qu'il fait dans la ville, etc., dont on se dit que quelque chose va se développer là-bas. Pas forcément de manière attendue, mais que quelque chose se passe à partir de ça. Et bizarrement, cette intrigue est en fait finalement oubliée, quoi. C'est un film, je pense, qui a connu aussi beaucoup d'interventionnisme du studio. Il n'a pas eu la même marge de manœuvre que sur le deuxième, comme à l'époque, Burton a aussi eu beaucoup plus de marge sur son deuxième film, quoi. Alors ça, c'est le gros problème de la Warner, et c'est, je pense, le problème qu'ils connaissent toujours aujourd'hui, et que c'est le problème avec Snyder, avec Whedon qui vient en renfort, enfin toutes ces histoires de production qu'on connaît bien, c'est qu'à la Warner, en fait, sur les adaptations de comics, on peut dire que quand même globalement elles sont assez peu réussies là-bas. Il y a des comités exécutifs et des conseils d'administration qui prennent les décisions. Ça a été souvent dit et décrit par les artistes qui y travaillent, alors qu'on voit bien qu'on n'aime pas les films, et que du côté Marvel Studios, ils ont créé une espèce de comité en fait qui prend les meilleurs talents des comics Marvel. Ce sont des scénaristes et des auteurs des dessinateurs qu'on a pris et qu'on a consultés, des figures assez connues, Brian Michael Bendis et d'autres, qui ont accompagné en fait la naissance de cet univers et ont vraiment fait une espèce de
de transfuge assez intéressant des valeurs créatives de l'un à l'autre. Il n'y a pas de trahison. Aucun fan de Marvel s'est jamais vraiment senti trahi dans un film Marvel, par exemple. Et surtout, tout ce qui a marché dans les films Marvel sont des choses qui étaient déjà présentes dans les comics. Alors que chez DC, entre la branche DC Comics et Warner Bros, ils se parlent pas, quoi. Mais la différence quand même, c'est que chez Warner, il y a quand même la logique qui est discutable sur certains films et encore peut-être discutable sur les derniers, de les confier malgré tout à des cinéastes. Et d'offrir quand même le prisme d'un cinéaste dessus, ce qui me semble pas vraiment être le cas et toute la problématique des films Marvel. Il n'y a pas vraiment de cinéaste derrière, à part les Spider-Man de Sam Raimi, mais depuis, il n'y a pas vraiment de cinéastes qui ont émergé ou sur lesquels on sent la patte à travers un film, en fait. Après, j'ai quand même l'impression que chez Warner, ce qui en résulte surtout, c'est comme vous le disiez brièvement là tout de suite, mais c'est beaucoup de style pour pas beaucoup de contenu au final. Hein. En prenant chez les cinéastes qui choisissent, que ce soit tous ceux qu'on vient de citer, mais tout à fait, ils en font pas grand-chose au final. Hein. C'est peut-être là qu'aussi vient Tout à fait, mais il y a quand même encore cette volonté de le présenter. Alors c'est, je pense, très discutable, même notamment sur le film de Reeves, mais même les Snyder que je n'aime pas. C'est des films qui ressemblent énormément à ce que fait Snyder. Alors, c'est pour moi pas un très bon cinéaste, mais ça lui ressemble, quoi. Les films Marvel, un film de John Watts ou un film de je ne sais quel autre réalisateur, pour moi, sont assez uniformes. Oui, je suis assez d'accord et en même temps, je nuance un tout petit peu. Je crois que la grande différence, c'est qu'à un moment donné, chez Marvel, il y a eu un producteur et puis un autre producteur. Il y a eu Ari Arad, et puis ensuite Avi Arad, pardon, et puis ensuite Kevin Feige, qui est devenu qui prend toutes les décisions. Et donc il y a un studio qui est organisé autour de lui, avec un nombre de designers, d'accessoiristes, de scénaristes qui travaillent en fait collectivement et qui ont 4 coups d'avance. Hein. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Cette construction est assez subjugante. Pour moi, c'est vraiment l'un des grands événements des années 2010. C'est comment est-ce que vous avez réussi à construire ce bazar, quoi, qui est un bazar, mais c'est construit, quoi. Et ça, c'est vraiment. Et on voit bien que là, il y a une fonction, en effet, de direction artistique, au sens très fort du terme, hein, qui était posée. Chez Warner, c'était pas le cas, et donc, effectivement, on a couru un petit peu en tous les sens, comme des poulets dont on coupe la tête. Ça s'est un peu senti, et un film était un peu contre un autre, et puis on s'est dit, on va construire un univers, mais on sait pas très bien comment faire, et donc finalement, on s'est dit, on va prendre une patte graphique, qui est celle de Snyder, en effet, et donc tous les films ont été un peu mis à cette sauce-là. Mais on a vu les limites assez rapidement de ça aussi, parce que c'est une patte graphique, hein, qui est une palette graphique. Qui est une palette graphique et donc qui est assez limitée et limitante. Et donc je pense en effet qu'il y a eu ensuite une reconfiguration en disant en fait on va le donner à des cinéastes on va leur donner plus de liberté. Et donc évidemment le symbole ultime de ça c'est Joker, et en même temps le Joker n'est pas un film de super-héros, c'est pas un film de super-héros. Le Joker, c'est un faux film de super-héros à tout point de vue. C'est-à-dire, on prend le nom du Joker, on sait même pas à la fin si c'est vraiment le Joker, s'il y a vraiment un rapport à Batman. Enfin, on est vraiment dans une espèce de, ça c'est un modèle, par contre, éditorial, hein, de mode totalement alternatif. Et c'est pas du tout un film, je rappelle toujours ça, mais que les films de super-héros, la littérature de super-héros, c'est la littérature jeunesse. Le Joker est pas un film pour la jeunesse. Voilà. Et donc, est-ce que c'est vraiment un film de Todd Phillips aussi? Ça, c'est je connais peu la filmographie du gars, mais de ce que j'en connais, c'est un film qui dénote. Si on veut aller chercher un auteur, c'est bizarre d'aller chercher. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, autant au sens où on sent que tout d'un coup, il y a une liberté créative, c'est-à-dire sur un personnage qui a un trademark. Tout d'un coup, on peut faire ce qu'on veut avec, et il peut faire dire n'importe quoi sur Batman, sur les autres. Enfin, c'est cette liberté-là. Voilà. Alors, l'autoriste, sans doute peut-être plus du point de vue du scénariste que du metteur en scène, en quelque sorte, même si Todd Phillips dit que pour lui, c'est le grand film de sa vie qu'il a toujours voulu faire et que les Very Bad Trip le préparaient à ça. On sait pas. Mais bon, peut-être, par des chemins très détournés, parfois. Mais en même temps, je vois que chez Marvel aussi, il y a quand même une réflexion sur les cinéastes. On a beaucoup dit que c'était interchangeable. Je trouve quand même que les films des frères Russo, dans les scènes d'action, sont pas du tout les films de Joss Whedon. Il y a vraiment des différences assez symptomatiques dans la lisibilité du traitement et des choses. Je trouve qu'il y a aussi des prises un peu de guerre. Eternals, confier Eternals à Chloé Zhao, c'est quand même un pari extrêmement fort, quoi. Est-ce que c'est pas dans la même logique que ce que fait Netflix, s'acheter une street cred? Alors moi, j'ai pas forcément d'affect sur le cinéma de Zhao, mais pour moi, c'est plus de la com que réellement une proposition qui me semble radicale dans ce cinéma-là super-héroïque. Dans ce qu'il en résulte, en tout cas. Ouais, je pourrais suivre ça si je me disais, mais oui, mais la com, elle touche qui?
quand Marvel fait son plan des super-héros, est-ce qu'il pense vraiment que le nom de Chloé Zhao va faire venir des gens au cinéma? Mais non, moi, mais les quelques cinéphiles que je connais... Ça leur acheter une respectabilité ça va auprès du probablement pas leur en faire perdre. Voilà, Ouais. comme pour dernièrement Rémi, d'un coup de dire, regardez, on prend la personne à l'origine du revival des super-héros, et pour moi, le résultat final, c'est du Sam Raimi lyophilisé, quoi. C'est-à-dire, je suis pas d'accord. Je vous ai écouté dans l'émission précédente, hein. Donc je sais tout ce que vous avez dit sur Sam Raimi sur ce film. Moi, j'étais pas là et j'ai de la sympathie pour le film. Ouais, moi je trouve que c'est comme quand vous achetez un pâté industriel, il est marqué parfois avec de vrais morceaux de viande dedans. Et ben c'est un pâté industriel et il y a quelques vrais morceaux de Sam Raimi dedans. Mais voilà, des moments où il a pu faire en effet ce qu'il voulait faire. La street cred, franchement. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que les gens veulent travailler avec Marvel pour avoir une street cred aujourd'hui. Enfin, je veux dire, vu ce que c'est comme entreprise aujourd'hui, Marvel Studios et Disney, aucune maison de production n'a jamais été aussi puissante à Hollywood que Marvel Studios. C'est le modèle absolu. Dans la street cred, c'est eux qui la font film après film, chiffre après chiffre. Et en fait, je pense que vraiment, Kevin Feige, qui est dont on pourra penser ce qu'il veut, mais je crois que c'est un type intelligent stratégiquement, il se dit qu'au bout d'un moment, on est arrivé à la fin de cette logique sériale, donc il doit créer des ouvertures pour faire vivre ces choses. Il sent bien aussi qu'il faut pas ressasser les choses, et je pense qu'il donne des ouvertures, quoi. Et quand il dit à Chloé Zhao de faire Eternals, c'est un film qui ressemble assez peu aux autres Marvel quand même, qui fait le pari de l'éclairage naturel, qui a d'autres types de discours à l'intérieur. C'est un film qui est raccord, mais c'est un film qui est un peu dissonant. Et je trouve aussi à sa manière, hein, même s'il est beaucoup plus raccord, mais que le Sam Raimi a des dissonances aussi. Mais ça reste quelque chose de très cosmétique, un peu à l'image de l'éclairage naturel chez Chloé Zhao qui n'apporte en fait pas grand-chose. Et chez Sam Raimi, c'est la même chose, puisque en fait on demande à Sam Raimi de faire du Sam Raimi. Et il n'y a plus du tout la place pour un cinéma de contrebande qui pervertirait la machine de l'intérieur. Sam Raimi fait ce qu'on attend de lui en fait, et dans un cadre qui ne déborde jamais. Là où, au moins dans les films de Christopher Nolan, avec leurs défauts comme leurs qualités, c'était des films qui lui ressemblaient. C'était des films qui proposaient une vision, un regard sur le personnage. Chez Marvel, moi, je peine à discerner un regard, en fait. Est-ce qu'il y a que ce soit dans le cas du Sam Raimi comme du Chloé Zhao, qui, il est vrai, on reconnaît leurs pattes régulièrement dans les deux films, mais j'ai l'impression que les deux films sont animés par la même machine narrative que tous les autres Marvel, et ça, c'est une patte Marvel qui ne s'enlève pas, quoi. Oui, et cette logique de sérialisation qui fait que chaque film doit se référer au précédent, préparer le suivant, introduire de nouveaux personnages, et on est vraiment dans cette incapacité aujourd'hui à avoir des films qui se suffisent à eux-mêmes. C'est aussi un écueil qu'on retrouve très souvent dans les sagas et dans les séries de manière générale, qui à un moment fonctionnent en vase clos et ne finissent que plus ne parler que d'elles-mêmes et que à ceux qui les suivent déjà. Il y a un peu ce côté-là qu'on retrouve régulièrement, et peut-être pour lequel Batman arrive à sortir de par son côté polymorphe. Il faut rappeler l'auteur dans Marvel Studios, c'est Marvel Studios, hein. Je dis, après, il y a des collaborateurs qui viennent apporter des pattes, des ouvertures, ce genre de choses. Et donc, on est dans un profil absolument différent. Mais en fait, on dit la même chose, mais avec un point d'entrée différent, mais ça revient effectivement au même, dans le fond. Take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm vengeance. What's black and blue and dead all over? You. Dick. I got you! I got you!
Mais pour retomber sur nos bottines, est-ce que c'est assez révélateur le fait que quand vous dressez l'histoire de Batman à l'écran, vous vous arrêtez au Dark Knight Rises? Est-ce que ce film de Matt Reeves, ou à cause de son approche un peu aussi réaliste, beaucoup plus proche du film de Nolan qu'on veut bien le croire de prime abord, est-ce que ne fait pas que répéter, bégayer et ne pas prendre une vraie direction et du coup pas faire vraiment avancer le schmilblick? Oui, le Matt Reeves on peut dire c'est un film étonnant, il a ça pour lui. C'est-à-dire que c'est pas du tout le film, je pense que personne d'entre nous s'attendait à voir ce film-là en quelque sorte. C'est-à-dire un film qui, en étant aussi long, prend le risque d'être aussi ennuyeux en quelque sorte. Je le dis de manière un peu radicale, et en fait je me suis pas du tout ennuyé, hein, c'est pas ça, je suis pas du tout sur un point de vue critique. Je veux dire que aujourd'hui une production qui confie 2h55, c'est énorme, hein, parce que ça fait sauter une séance de projection, un film de 3 heures évidemment. Qu'on prenne ce risque-là pour raconter quelque chose qui peut très bien être raconté en 1h40. Hein, je veux dire, en termes de récit, le récit est extrêmement déployé. Ça, c'est déjà quelque chose, un geste assez étonnant, vraiment. C'était mon premier étonnement. Mon deuxième étonnement, ça a été de se dire que dans le fond, ça joue la carte de la noirceur à fond. Je crois, si je devais le revoir, je prendrais des lunettes infrarouges ou j'essaierais de trouver un super pouvoir nyctalope pour voir les choses. Pour voir un peu mieux le jeu de John Turturro, par exemple. Qui est nocturne en permanence. Hein. Une scène de jour qui est une scène de cérémonie funéraire sous la pluie. Donc c'est quand même noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Il y avait un truc. Toute petite parenthèse, j'avais vu sur Twitter, je pense, une blague qui mettait un photogramme de Batman et de réalisation Pierre Soulages. Ouais, ça. Avec un personnage lui-même, très marqué par une forme d'esthétique emo comme ça, on a Nirvana. Et en fait, c'est un film de spleen. Et donc quand on sort là, moi en tout cas, j'avais le spleen. Je vais emmener mes enfants parce que on a la stupidité de penser qu'un film de super-héros est un film jeunesse. Je le répète, mais c'est un truc auquel... en fait, j'ai un peu aussi une espèce de réflexe toujours un petit peu problématique sur les films de super-héros qui veulent être adultes, déconstruits, etc. Enfin, je trouve ça particulièrement vain comme exercice. Donc, je dis, si tu fais du super-héros, fais du super-héros. Tu fais du super-héros pour que le super-héros soit vieux, privé de pouvoir, enfin, les Wolverine sans pouvoir, les trucs comme ça me semble extrêmement vain comme exercice, quoi. Bon, donc ça joue pas les jeux du code, voilà. Bon, c'est un peu une idée. Et donc le film ici, en mettant Pattinson, pourtant joue en effet un peu le jeu du code parce que ça renouvelle pas mal hein, les jeunes qui peuvent être fans de Batman. Hein. Ça devenait difficile, j'aime bien dire, hein, pour des jeunes adolescents de se dire que Ben Affleck est trop cool en Batman parce que voilà, il est un peu grassouillet, il est un peu vieux, enfin c'est pas ça, voilà. Donc c'est un très bon choix, le Robert Pattinson. Ce qui est curieux, c'est que le film va pas du tout avec, en fait, ce choix en quelque sorte de régénération du mythe de Batman. Alors je suis à la fois assez admiratif de la liberté qui a été donnée, et à la fois assez déçu par l'espèce de rengaine qu'on nous sort hein, du personnage dans le spleen complet pendant 3 heures, et que je trouvais en effet pas tellement faire avancer les choses. En termes de propositions, quand je lis maintenant qu'il y aura un Batman 2, on se dit bon, la matière qui est là donne pas vraiment, enfin ne dynamise pas vraiment les choses, quoi. J'ai l'impression qu'il prend pas vraiment d'options en fait, là où d'autres cinéastes avaient quand même choisi une voie. On plaisantait tout à l'heure sur le Schumacher, mais là j'ai l'impression qu'il reste un peu au milieu du gué, comme si déjà il s'était fait couper l'herbe sous le pied par le Batman Begins d'une certaine manière, parce qu'il nous montre une sorte de proto-Batman en construction, mais ce qu'a déjà fait Nolan, à mon sens, assez brillamment dans son écriture, dans la manière de développer tout l'univers de Batman. Preuve en est dans le film de Reeves, tout ce qui est trait, par exemple, à la Batmobile, il ne sait pas la filmer, il ne sait pas quoi en faire, il est empêtré dans ça, et il se refuse à plein d'éléments présents autour de la mythologie de Batman, à s'en emparer, en fait. C'est comme s'il était prisonnier de ça, l'idée de maquiller un personnage comme Colin Farrell pour le faire ressembler. Quel est l'intérêt de développer ce personnage du pingouin pour aboutir à ça? Scénaristiquement, il ne sert à rien. Tu peux virer toutes les scènes du pingouin dans le film, ça ne change rien. Donc c'est très très bizarre. Et ce qui m'avait déjà interloqué au moment de la promo du film, c'est que les 2 noms qui étaient cités par Matt Reeves, c'était French Connection et...
C'était Pakula, et Serpico qui étaient déjà les références de Nolan sur Batman Begins. Et je trouve que le film est un film très emprunté. Il joue de la noirceur, mais beaucoup de noirceur assez cosmétique souvent. Et moi, c'est vraiment son absence de radicalité qui me pose problème de choix, en fait, d'une direction. Ça rejoint ce que disait Dick plus tôt, mais moi ce qui m'a intéressé, c'était et à nouveau, il en fait pas grand-chose, mais en effet, de poser le côté adolescent du personnage de Bruce Wayne et presque par corrélation, je veux dire, du personnage de Batman au dernier Spider-Man. Ce sont deux films que j'aime pas du tout, enfin, pas trop dans le cas du Batman de Reeves, pas du tout dans le cas du dernier Spider-Man. Mais je trouvais ça marrant de voir comment deux studios différents, comment le Hollywood contemporain pouvait interpréter deux formes d'adolescence totalement opposées, mais avec cette même idée de se créer un alter ego solaire dans un cas et beaucoup plus sombre dans un autre cas. Je trouve qu'aucun des deux films ne finissent vraiment par traiter leur sujet, mais c'est quand même marrant de voir que ces films arrivent au cinéma presque en même temps. Oui, c'est deux films qui ont des titres divers, mais les mêmes faiblesses de mise en scène, de proposition de mise en scène. Hein. C'est des films, on voit bien, l'un est un peu coincé par cette scénarisation du multivers qui va très vite devenir un problème. Alors, en l'occurrence pour Marvel Studios, hein, ça c'est évident. Et il propose des choses d'une espèce de banalité en termes de mise en scène. Hein. Tout le monde se rappelle ce qui aurait dû être le grand moment, c'est-à-dire l'arrivée des différents Peter Parker des différents mondes, et filmé comme un sitcom. Donc là, il y a un manque d'inspiration assez évident qui était frappant. Et on a, dans le fond, ce manque d'inspiration aussi dans le film de Matt Reeves, avec, je vous rejoins tout à fait, hein, cette non-volonté de jouer avec l'univers de Batman. Pas d'Alfred, enfin, il est réduit à quoi, enfin, c'est la Batcave, on la voit à peine. Le manoir de Maine, il y a un plan où il mange, mais ça ne va pas, on voit bien, rien ne va dans cette scénographie. Et cette grande scène d'envol du personnage de Batman du toit d'un immeuble, qui est en fait une scène de base jumping vue et revue assez générique, en fait. Les scènes d'action sont particulièrement rares et assez peu inspirées aussi, il faut bien le dire. Hein. Donc, en termes de... on est quand même dans du blockbuster hollywoodien, hein. Je pose des questions de manière très pragmatique, hein, mais pardon pour les cinéphiles au cœur sensible, mais en donné, on a quoi pour notre argent? Il y a un côté... C'est pas tant... comment dire, c'est une vraie question. Cette pornographie financière qui dit montre-moi ce qu'il y a pour l'argent, mais je veux dire, à partir du moment où on se dit tous les deux films sont longs, on prend 3 heures, on va dans une salle de cinéma, on va voir du super-héros, on veut de l'émotion, on veut de l'aventure, c'est ça, sinon on va pas voir ça. Je veux dire, donc qu'est-ce que ça nous propose? Et donc les deux propositions sont assez restreintes, avec plus de succès pour moi du côté du Spider-Man par rapport au public cible, qui est les adolescents, je répète. Sur le Batman, il y a quand même cette paresse. Pour moi, c'est une paresse à ne pas se dire on va prendre en charge l'univers batmanien. Et cette paresse, pour moi, elle s'incarne dans un système très limite, et c'est le premier à avoir osé faire ça, je me trompe peut-être, hein, mais avoir doté Batman d'une voix off. Et donc, dans le film de Matt Reeves... En intro. Après, en intro. C'est très Après, oublié. il oublie, mais il commente. Et en fait, c'est quelque chose qui est aussi apparu dans les comics, mais extrêmement tard. Faut que je vérifie, hein, mais c'est fin des années 70 au plus tôt, début des années 80 ou plus tard, où tout d'un coup, on entre en effet dans ces comics plus adultes, et donc on entre dans la tête du personnage, ses motivations, etc. Et Batman a été le personnage phare de cette écriture subjective où on vit avec les pensées du personnage quand il regarde la ville, la commande, la contemple. Et c'est vrai que ça a amené un Batman beaucoup plus mature et adulte dans les années 80, où il y a eu, en effet, dans les comics, une série de crises importantes, mais l'arrivée de scénaristes comme Alan Moore, Frank Miller, les Watchmen, enfin, c'était toute la déconstruction de la bande dessinée américaine à cette époque-là. Et au cinéma, il n'y avait pas, je pense, cette utilisation de la voix off, et puis j'étais assez surpris de l'entendre au début, parce que je me suis dit, à partir du moment où tu montres ce personnage qui est dans le trauma, et que tu lui mets cette voix off en plus, je m'adresse au réalisateur, hein, en espérant qu'il m'entende. Je dis, tu vas te coincer dans un système où tu vas avoir un Batman en thérapie, en fait. Et le film raconte un peu ça, cette thérapie qui va, à un moment donné, lui faire, en gros, surmonter sa colère, qui est son premier moteur, hein, pour aller vers l'attention à l'autre. Hein, c'est ce que raconte le film, avec pas de réconciliation lui-même, pas un phénomène de résilience extrême, mais tout de même, ce geste-là qui est donc une évolution mentale du personnage. Et finalement, c'est ce que le film raconte. Et c'est pour ça que je me dis, c'est pas un super bon film pour repartir sur une nouvelle mythologie, sur une nouvelle franchise,
après les difficultés qu'a eu Batman dans ses différentes incarnations chez Snyder, on s'est dit, bon, on veut repartir avec un Batman jeune, on veut y aller. C'était un film dont je pense que la forme est assez contraire aux ambitions premières. Voilà. Ouais, après sur la voix off, je me demande si c'est pas aussi pas mal lié au fait qu'il y ait une voix off dans Seven et à quel point le film se calque sur la structure de Seven. À un moment, c'est quelque chose qui m'a questionné en tout cas. Ouais, c'est Somerset dans Seven qui raconte le film, et là pour le coup, la voix off, elle enserre le film. Ouais. Mais je voudrais revenir sur un truc que vous avez dit. Donc ici, on a de nouveau un traitement un peu réaliste, et c'est vrai que Batman, la figure de Batman se heurte souvent au réalisme du fait que en fait, c'est un mec qui n'a pas de pouvoir et c'est un mec en costume, donc fondamentalement, il est un peu ridicule, quoi. Et une des scènes qui fonctionne, en tout cas dans le film de Matt Reeves, j'ai l'impression, c'est justement la scène où il est toisé par tous les policiers. Donc il rentre, enfin c'est en plus un plan qui a été repris dans la bande-annonce, mais il rentre dans l'appartement où il y a eu une scène de crime, et puis il y a un travelling avant qui est subjectif de Batman, et on voit tous les policiers qui le regardent et qui un peu le jaugent comme ça, et on sent qu'il est un peu... voilà, toisé, évalué. Et donc justement, est-ce que finalement, fondamentalement, être réaliste, c'est tous les cinéastes se heurtent à un moment à se dire bon, il faut que je fasse quand même un film avec un type dans un costume qui se prend pas pour une chauve-souris, mais qui se travestit. Et donc du coup, ça rentre beaucoup mieux dans une approche beaucoup plus expressionniste, beaucoup plus fantasmatique, qui est proposée par Burton que ce qui est proposé par Nolan et par Reeves par la suite, quoi. Oui, alors il y a un double problème. Bon, mon problème n'est pas vraiment le réel, même si on va en reparler. Mais dans un premier temps, en effet, c'est que avec ce réalisme, c'est souvent une dose de sérieux et de solennel que je trouve être un discours extrêmement lourdingue pour un phénomène de pop culture. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Et donc, tout d'un coup, quand on place des espèces de propos quasi métaphysiques sur un type qui est déguisé en chauve-souris, je veux dire que c'est difficile. Voilà, ça a ses limites aussi. Donc, c'est plutôt en termes de discours solennel que les choses me gênent. Après, la question du réalisme, vous avez vraiment raison de la poser, parce que je trouve que elle est particulièrement aiguë dans le cas de Batman. Je pense que Batman n'est pas un très bon personnage pour le cinéma, parce que trop théâtral, d'une part, et d'autre part, on l'a dit un peu au début, à la base, c'est une pure invention visuelle. Je prends 15 secondes pour raconter l'anecdote de la naissance, parce qu'elle est intéressante, mais Bob Kane, qui dessine des comics voilà, jour après jour, là, il aimerait bien gagner un peu plus sa vie, il va trouver son éditeur, il dit t'as pas quelque chose un peu plus stimulant comme projet, etc. Et tu lui dis regarde les deux jeunes, là, Joe et Jerry, donc Shuster et Siegel, ils viennent de créer Superman, ça marche à fond, et c'est d'inventer un personnage du même style. Et donc il rentre chez lui, il cherche, il dit il faut que je fasse un personnage volant, il fait un Birdman d'abord, dont on saura se souvenir dans le fameux Birdman, puisque Michael Keaton joue non pas Batman, sûr, mais c'est Birdman, donc le titre vient clairement de là, ce second personnage. Et puis, il cherche un petit peu, puis il se rappelle d'un autre film de gangster avec un type qui était déguisé en Batman, donc ce Bat Whispers. Et peu à peu, voilà, il appelle Bill Finger, qui est scénariste, qui dit, écoute, on va retravailler un peu la cape. Et en fait, c'est une idée visuelle. Et c'est pas un personnage qui a été défini scénaristiquement. Je redis, c'est une idée visuelle. Et les très beaux grands albums de bande dessinée Batman sont avant tout des albums extrêmement bien dessinés. On joue de ces silhouettes, de cette cape qui se fond avec l'ombre, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment pour de très bons cinéastes, en quelque sorte. Ou en tout cas des cinéastes qui ont vraiment une dose d'inventivité visuelle, qui sont des cinéastes. C'est pas pour rien que c'est Burton qui en a tiré le plus Burton, intéressant. Je pense. Alors, je dis pas que les films de Nolan ne sont pas du tout intéressants, et je trouve qu'ils sont réussis à leur manière. Et je trouve qu'en termes, par exemple, de gestion de l'action avec le Batman lui-même, les films s'en sortent pas mal. S'en sortent vraiment, vraiment pas mal dans un style réaliste. Mais je continue à préférer Batman en animation. C'est-à-dire, si je dois aller le voir au cinéma, les Batman de Paul Dini, Bruce Timm des années 90 me semblent être les Batman les plus accomplis que j'ai vus en mouvement. Pourtant, il y a une dose solennelle chez Tim. Oui, quand même. Oui. Mais c'est vrai que le côté animation marche. L'artificialité de l'animation met le filtre qui permet de ne pas se tomber dans le discours en lénifiant, mais dans quelque chose qui relève d'une espèce d'amour des formes. Et voilà. Et donc, alors j'ai toujours été frappé d'une chose, et si Matt Reeves m'entend, j'espère qu'il a fait mieux que les autres, mais
À chaque fois qu'on a un Batman, quand même, on voit bien le type qui est déguisé en chauve-souris au cinéma. Et pour une raison très simple, c'est que le masque montre les yeux. Chez Marvel, ils ont assez vite trouvé la solution pour ça. Ils ont masqué les yeux. En bande dessinée, vous ne voyez jamais les yeux de Batman. Dans les dessins animés, jamais les yeux de Batman. Dans le masque fait, en fait, 2 taches blanches, tout simplement. Alors on me dit, ça pourrait manquer d'expressivité. Chez Marvel Studios, avec Spider-Man, ça manque pas d'expressivité. Donc, au contraire. Et donc, ce serait mettre un peu d'animation dans le personnage. Ici, quand même, ils ont fait les yeux noirs de Pattinson, ce qui fait que quand il cligne des yeux, c'est déjà moins pénible que ce qu'on avait auparavant. C'est déjà le cas dans tous les films, en fait. Dans tous les autres films, il y a déjà une couche qui est appliquée sur les yeux. La seule chose que fait le film de Reeves, c'est qu'il le montre dans la diégèse, il le montre en train de le faire. Oui, mais ça passe beaucoup mieux. Hein. C'est un noir qui est raccord avec le masque. Les autres, c'est pas le... Et on voit vraiment la différence entre le masque et voilà, et on voit que le type est déguisé comme si vous et moi on mettait un masque de Batman, quoi. Et donc, ça marche assez bien dans la scène du sonar, justement, où c'est un des rares moments où il a les yeux cachés par ceux qui voient. Ouais. Donc voilà, donc je pense que l'avenir est dans un Batman un peu plus graphique dans le masque. Oui. Pourtant, Michael Keaton s'en sortait bien. Il paraît d'ailleurs que Tim Burton l'aurait casté en partie pour son regard, quoi. Et c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, pour revenir à Keaton, on sent bien dans les Batman de Burton, vous dites Bruce Wayne est autant travaillé que les Batman, voire plus. Et on sent bien son côté autiste, en fait, notamment dans la manière dont il se tient, dont il oublie ses verres, quand il invite Kim Basinger chez lui, il y a cette grande table, c'est un gag qui fonctionne très bien, mais ça raconte en même temps sur son côté autiste. Et clairement, en tout cas, le Batman qui reste, j'ai l'impression, et moi, j'ai pas de problème avec les yeux, c'est sans doute celui de Keaton. Mais au niveau des interprètes, je sais pas si vous avez un préféré. Non, je sais pas. Il y a une scène que j'adore dans le Batman de Burton, enfin un détail qui est incroyable, c'est que quand il est en Bruce Wayne et qu'il regarde ses écrans, à un moment donné, donc il est assis, il prend ses lunettes. Et c'est incroyable que Batman ait besoin de lunettes, en quelque sorte. Voilà. Donc, ça le rend humain. Là, il y a un côté un peu Clark Kent, je pense, dans l'allusion, quelque chose comme ça, mais qui est assez étonnante, hein, et voilà, qui joue un peu sur l'humanité, qui renforce peut-être, justement, pour parler des yeux, le fait qu'on fait attention à ses yeux à ce moment-là, et que c'est peut-être la part de l'homme qui reste, voilà, entre le Bruce Wayne et le Batman chez Burton, puisque la part de ce qui reste de l'homme dans la bestialité est quand même un de ses grands sujets, en effet, dans la monstruosité en général, quoi. Ça lui donne aussi un autre rapport à sa noblesse et à sa fortune. Je trouve par rapport aux autres personnages qui sont peut-être plus récents, enfin aux autres personnages, aux autres interprétations, qui sont peut-être plus récentes et qui ont un rapport à la richesse simplement de Batman qui est très différent. Dans celui-là, il y a vraiment un côté le noble du château, quoi. Il y a vraiment ce rapport-là qu'on trouve un peu moins dans les suivants. Mon Batman préféré, c'est Adam West. C'est celui de mon enfance. C'est toujours celui de son enfance. C'était un Batman papa. Il avait l'air gentil. Il avait les pectos qui étaient un peu flasques. Il était drôle. Oui, puis il avait beaucoup de gadgets. On n'avait pas peur de montrer les gadgets. Ça. Il avait ce côté un peu suave des acteurs américains des années 50, comme ça, dans la mâchoire, qui n'était pas une mâchoire agressive. C'était une mâchoire carrée, mais une mâchoire de séducteur, comme ça. Voilà. Moi, j'aurais aimé, en tout cas, que... je retrouve, vous allez m'aider, son nom m'échappe un instant, mais l'interprète du personnage de Don Draper, le personnage principal de Mad Men, John Hamm. Ouais, John Hamm, face à un Bruce Wayne Batman. Je pense qu'il avait la mâchoire pour aller avec, et je pense qu'il aurait fait un Bruce Wayne un peu plus expérimenté, etc. Ça aurait été, voilà, lui j'aurais aimé beaucoup le voir, mais je suis content de voir Pattinson. J'aimerais bien qu'on le fasse jouer un peu autre chose. Oui, c'est ça. Il est vraiment sur une seule note dans le Matt Reeves, quoi. Let's just take him to the police. Then we can go home. Together. Selena. Don't you see? We're the same. We're the same. Split. Right down the center. Il y a quelque chose qui va très très bien dans l'univers de Batman et qui l'enrichit considérablement, c'est toute la galerie de super méchants qui est exploitée dans ce qui est sans doute, en tout cas à mes yeux, le meilleur film de Batman jusqu'à présent, c'est le deuxième Burton. Est-ce que tous les super vilains sont tous quelque part une version altérée de
de Batman, une version qui serait toujours sur cette espèce de limite morale, mais tombée de l'autre côté. Donc des espèces d'ersatz de Batman, plus ou moins. D'ailleurs, ils ont tous souvent des alter ego animaliers, le pingouin, Catwoman. Et est-ce que, en fait, une des grandes idées aussi de Burton dans ce film-là, c'est de faire du vrai méchant Max Schreck, qui n'a pas d'alter ego bestial, entre guillemets. Non, si ce n'est la chauve-souris, puisque potentiellement c'est un personnage vampirique, voilà, qui porte le nom d'ailleurs de l'acteur de Nosferatu, donc il y a cette référence-là, et il est très blême d'ailleurs, donc c'est jamais dit que c'est un vampire, mais il y a quelque chose qui le rend pas tout à fait humain non plus. Hein, c'est l'inverse du philanthrope, donc lui aussi. Oui, il est... effectivement, voilà, donc il suce. Donc oui, Batman c'est intéressant aussi parce que je pense que c'est le personnage qui est la plus belle galerie de super vilains, quoi. Voilà, qui ont été tous très très largement travaillés par des auteurs différents, et donc c'est la chance évidemment des cinéastes d'aujourd'hui, c'est qu'ils héritent de personnages du côté des vilains extrêmement complexes et riches, quoi, vraiment en termes de matière à proposer. Il y a peut-être une forme de réduction, je trouve, dans le Matt Reeves, qui m'a un peu ennuyé. On a l'impression que comme le Joker, c'est l'ennemi principal du Batman, qui est un peu le Moriarty de Sherlock Holmes, hein, dans le fond, tous les personnages sont un peu des sous-Jokers, en quelque sorte, où ils doivent se rapprocher du Joker, et je trouve que le Riddler, en grande partie, ressemble au Joker dans le Matt Reeves. Et puis, sur la scène finale, on est censé voir le Joker. Les gens se sont demandé si c'était double face ou Joker. Ce qui montre bien qu'il y a une espèce de comme les concrétions là de César. Tout est écrasé autour du Joker. Ce serait l'ennemi absolu et tous lui ressemblent un petit peu dans les derniers films. Donc ça, c'est un peu dommage sans doute parce qu'il y a une très très belle diversité des personnages. Il y a différents rangs, évidemment, d'ennemis chez Batman. Il a besoin d'énormément de gangsters. Ça, c'est une chose, parce qu'il y a Petite Frappe, qui est, en fait, la vraie menace au quotidien. Mmh. C'est le petit criminel, c'est aussi ça qu'a bien compris Burton, je pense. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça qui fonde la mythologie de base. Et puis, c'est une logique de surenchère qui a fait que ces personnages de super-vilains sont devenus de plus en plus incroyables. Et on voit bien aujourd'hui, en tout cas en bande dessinée, que chaque nouveau scénariste reprend un super vilain et en fait une nouvelle mythologie, un nouveau vilain absolu. Bon, c'est un peu forcé après 80 ans d'histoire d'enchérir ces personnages, mais il y a quelque chose en effet qui a été souvent utilisé dans les comics et sur lequel Nolan fait un film complet. Mais qui était déjà très présent dans le deuxième Burton, c'est que tous ces personnages sont les doubles de Batman d'une manière ou d'une autre. Qu'ils soient positifs ou négatifs, en fait. Hein. C'est ce qui est le cas de Catwoman, dont selon les films, elle pourrait être négative ou positive. Bon, en général, c'est maintenant une vraie positive, quoi. C'était pas le cas en comics pendant longtemps, puis les grands récits de Tom King l'ont vraiment établi en personnage aujourd'hui central de la mythologie de Batman, donc je pense qu'on peut difficilement faire un Batman sans Catwoman aujourd'hui, et il faut dire que parmi les rares moments j'ai envie de dire, où quelque chose se passe dans le Matt Reeves, c'est un peu les scènes avec cette Catwoman qui permet au registre un petit peu de changer, de bouger. Voilà. Les rares ruptures de rythme sont dues à elle, en fait. Mais il lui interdit l'accomplissement de son arc narratif aussi. Ouais. Il lui interdit ce qui pourrait un petit peu la différencier du personnage de Pattinson. C'est pour moi aussi une des problématiques du film, c'est que ce personnage qui est a priori le plus nourri dramaturgiquement est arrêté, est empêché. Et en tant que spectateur, je trouve ça assez peu satisfaisant. Ah oui, et je trouvais qu'en plus, en termes de vision même de la fable, le Burton était 1000 coudées au-dessus. Au final, j'ai l'impression de voir une vague amourette adolescente, pas très bien dégrossie, quoi. La vision le visuel de Catwoman d'abord est d'une nullité stupéfiante avec une espèce de cagoule chaussette. Donc ça c'est vraiment cette paresse dont on parlait, je la trouve quand même très très prégnante là-bas. Et en termes d'arc narratif, c'est catastrophique. Son entrée est ratée, son milieu est pas réussi, son aboutissement, quand l'histoire se retourne finalement autour d'elle, est pas aboutie, et la scène finale de séparation entre les deux est l'une des pires scènes qu'on ait pu voir entre deux promis au cinéma dans toute l'histoire du cinéma. Donc, mais par contre,
Il y a un très beau soleil couchant. Il y a un très beau soleil couchant, ouais. Par contre, c'est les rares moments d'interaction qui font que tout d'un coup le rythme change. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Et ce que je voulais dire, je suis mal exprimé, c'est que on peut pas imaginer de faire un Batman sans Catwoman, je disais. C'est-à-dire que dans une logique du Batman telle qu'elle est écrite aujourd'hui, il y a besoin d'un personnage comme ça pour un tout petit peu dynamiser les choses. C'était ça. Est-ce que dans le côté où tous les méchants de Batman seraient un peu ses doubles, est-ce qu'ils ont aussi ce polymorphisme que peut avoir Batman? Parce qu'il y a quelque chose qui moi me fascine dans les méchants de chez Batman, c'est qu'en fait comme Batman, ils ont ce côté fantasmagorique, extrêmement fantasmagorique, mais purement ancré dans le réel. Et je pense que c'est de là aussi que naît le côté universel de tous ces personnages, cinématographiques aussi. Et voilà, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, en tout cas, qui est... Les dispositifs d'écriture sont quasi les mêmes, évidemment, pour Batman et pour ces super-vilains. Et donc, quand je dis que c'est ces doubles, en fait, ce sont des extensions. C'est-à-dire que les procédés d'écriture de Batman sont ceux qu'on a mis à ces différents personnages. Ce qui leur permet, en fait, de mener à de véritables spin-offs. Je n'aime pas spécialement le mot et ça m'intéresse assez peu en soi, mais je veux dire, là, on a des personnages qui ont une richesse. Alors, d'une certaine manière, ça a été fait avec le Joker, on a dit avec des ambiguïtés que... En série télévisée, Catwoman, le Pingouin, on sent bien qu'il y a quelque chose qui pourrait se créer autour de lui, qu'on essaye de créer depuis déjà longtemps et qui pourrait aboutir. Ces personnages sont beaucoup plus forts. La galerie de Spider-Man est extrêmement est aussi carnavalesque à première vue, mais beaucoup moins conséquente. Et on voit bien que là, on a essayé de faire des franchises en effet sur les Venom, Carnage et Morbius, mais c'est des films qui sont avec très très peu d'ambition artistique au départ, mais les personnages eux-mêmes se prêtent assez peu en fait à ce genre d'exercice. Sans bien que la matière est insuffisante et donc à moins d'avoir vraiment une équipe extrêmement inspirée, c'est des personnages difficiles à tirer. Alors que tout le monde voit très bien comment on pourrait faire un film d'autres films autour de Catwoman que ceux qui ont été faits. Ils n'ont pas été des grandes réussites, mais il y a pourtant un très bon script de Daniel Waters qui traîne, qui devait se faire après le succès du Burton, quoi. Ouais, tu l'as lu en ligne? Il se trouve en ligne en version anglaise. C'est un first draft, mais on y retrouve beaucoup de l'esprit du Batman, le défi. Mais d'ailleurs, donc pour revenir à cette scène où tu dis que Batman empêche Catwoman d'accomplir son destin dans le film de Matt Reeves. En gros, il lui dit non, tu ne dois pas tuer Falcon, car si jamais tu le tues, tu deviens aussi toi méchante. Et en fait, donc il est toujours sur cette frontière morale qu'il commente abondamment, Batman d'ailleurs dans les films, ce truc d'être un justicier où personne ne meurt ce soir, comme vous avez dit aujourd'hui. Et est-ce que finalement, peut-être, est-ce que les comics sont déjà allés de l'autre côté? Est-ce que Batman est déjà devenu vraiment un sale type, un vigilante, et est-ce que Hollywood aurait beaucoup trop peur d'aller dans cette direction-là, selon vous? Oui, on sait bien que ça passage sous tension, c'est vigilante bisounours, donc Batman, il faut qu'il fasse peur et en même temps il faut qu'il soit gentil, donc c'est assez complexe à tenir comme position. Oui, dans les bandes dessinées, on y est allé franchement, parce que dans les il existe en effet ces possibilités de faire des mondes alternatifs, des choses qui n'ont pas d'impact sur la continuité. Et donc, on imagine que sur d'autres terres, chez DC Comics, on était spécialistes du multivers, ils en sont bien revenus, eux, pour leur part. Marvel est en train de découvrir ça ils vont bien s'amuser quand ils vont essayer de mettre de l'ordre là-dedans, mais chez DC, à plusieurs moments, ils sont partis en expansion, puis ils ont dû réduire. Mais de manière générale, ils ont permis beaucoup de récits où on pouvait faire beaucoup de choses avec le Batman, y compris des versions avec une version alternative où en fait Bruce Wayne meurt durant l'attaque dans l'allée du crime, et c'est son père en fait qui va devenir le Batman. Mais alors du coup il devient Batman, là pour le coup vraiment vigilante, parce que lui n'a plus rien à perdre en quelque sorte, il n'a pas une mémoire à honorer, il est dans la colère et pur et dur en quelque sorte, il devient un Batman sans limite et donc extrêmement dangereux. Et donc il y a parfois des récits où le Batman d'ici doit affronter son père devenu Batman dans un autre monde, et c'est assez compliqué parce qu'il est très très fort aussi. Donc on y est allé vraiment, et c'est vrai que Frank Miller, en proposant un Batman plus âgé, assez facho finalement, a libéré le carcan, et donc on a pu raconter beaucoup d'histoires de ce type ensuite sans être ennuyé.
Je vois mal les choses arriver au cinéma, hein, puisque les enjeux sont pas du tout les mêmes financièrement. On sait bien que un film qui présenterait mal Batman, d'abord, aurait sans doute un problème à trouver son public, hein, je pense. Il y aurait un rejet en partie important. Et puis, surtout, risquerait de condamner la franchise, en fait. Voilà, on se dirait qu'on a fait un peu n'importe quoi avec Batman. Et on connaît des personnages qui ont été un peu massacrés comme ça, parce qu'on se dit on a fait n'importe quoi avec eux. Donc, c'est plus la peine. Et en plus, dans la logique du Vigilant Movie, tel qu'on le définit au cinéma, il y a toujours cette idée que le héros, ou du moins plutôt le protagoniste, finit toujours sa quête détruit, en fait, anéanti. En se substituant à la justice, on se retrouve dans cette impasse morale. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, aurait beaucoup de mal à s'articuler avec une logique de super-héros. Il y a pour moi une part de fantasme dans l'idée d'accoler cette idée du Vigilant Movie tel qu'on peut le percevoir dans un film comme Un justicier dans la ville, à une logique de sérialisation. On a bien vu ce que ça a donné justement dans les suites d'un justicier dans la ville, avec une logique de plus en plus cartoonesque, quasiment comic book, où on a vraiment laissé de côté toute l'ambiguïté morale du genre pour s'enfoncer dans une logique purement d'exploitation. Et donc, à mon sens, ça relève du fantasme, hein, cette idée de rattacher Batman à cet univers-là au cinéma. Ça a beaucoup plus à voir avec une logique du récit de vengeance tel qu'il pouvait être formulé dans les grands récits feuilletonesques du 19e siècle, en fait. Après, moi, je me demande aussi si le rapport au vigilant n'est pas souscrit aux États-Unis, de par le rapport au mouvement libertarien, etc., qui serait peut-être moins facilement compris par chez nous, en tout cas, et qui peut-être pourrait expliquer la frilosité des studios à sortir des films, en tout cas aujourd'hui, qui irait à fond là-dedans, en tout cas. Mais c'est le vigilante qui peut pas l'être, hein, par définition, parce que ça joue sur la notion de fantasme, en fait, de ce que ça pourrait être. Oui, c'est ça. Et littérature jeunesse, fiction jeunesse, il y a une fonction d'édification morale. Si les super-héros vous répètent que c'est mal de tuer, c'est parce qu'ils parlent aux enfants et voilà, et ça c'est vieux comme la littérature pour enfants et la littérature jeunesse, c'est des préceptes moraux qui sont véhiculés à travers ces choses. Donc on imagine mal pouvoir complètement faire une rupture avec cela. Un truc qui est frappant quand on revoit vraiment tous les films Batman proches dans le temps, c'est à quel point il y a au moins une scène dans chacun des films qui se dédouane du fait qui explique pourquoi Batman n'est pas un vigilante, quoi. Vraiment, ouais. C'est quelque chose dans chacun des films. Il n'y en a pas un qui passe à côté, c'est assez fou. Il se fait même réprimander par Alfred dans bien sûr. Nolan. C'est régulièrement quelque chose qui est rappelé. Et je pense qu'il fait partie de la construction de ce personnage-là aussi, parce que s'il n'avait pas cette balance-là, ça serait peut-être un personnage aussi moins intéressant, en fait. Je profite pour dire qu'on annonce un très beau livre sur le Vigilante. Oui, j'ai vu. Chez Façonnage, par Yal Sada. Il est précommandé. Voilà, la sortie est imminente et je ne l'ai pas encore prélu, mais voilà, ce que j'en sais donne particulièrement envie. Ouais. Ouais. Après, juste pour terminer sur le côté Vigilante, est-ce qu'on n'essaye pas un peu, et moi le premier, hein, et peut-être Nolan mis à part, mais est-ce qu'on n'essaye pas toujours de faire dire des grandes choses politiques à Batman, alors même qu'au final, quand on regarde vraiment les films, il y a surtout question de morale. Et est-ce que c'est pas, je sais pas comment dire ça, un personnage dont le traitement aurait plus à voir avec l'essentialisme qu'avec la politique. Enfin, il est peu ancré politiquement, en fait. Oui, mais... Donc, lui apporter un discours politique, ça me semble souvent, à part chez Nolan, où là, il y a vraiment, où il cherche cet ancrage-là, justement. Mais dans les films, en tout cas, je trouve ça souvent un peu délicat à soulever. Oui, la remarque, je l'entends bien. J'y répondrai deux choses. C'est d'une part, de toute façon, je suis vraiment de ceux qui pensent que tout film est fondamentalement politique. Je veux dire, qu'il n'y a pas de politique ou d'esthétique sans politique. Donc voilà. Mais que par rapport aux autres super-héros, je pense quand même que Batman l'est un peu plus parce que c'est un justicier de la ville. Et qu'il est une figure de la ville. En fait, il est une émanation de la ville. On n'a pas beaucoup parlé de Gotham, mais on a dit que les personnages de vilains étaient des doubles. Mais le vrai double de Batman, c'est Gotham. Il y a un lien presque organique entre Batman et Gotham. Et on commençait un peu l'émission en disant qu'il y avait un côté mythologie post-industrielle. Chez Batman, je pense que c'est ça vraiment qu'il incarne. Et il est donc un peu la force obscure de la ville, c'est-à-dire quand cette ville... tous les problèmes de Batman, c'est une cité qui n'est pas gérée, en fait. Et donc,
la naissance même de Batman est liée à une question de politique, au sens très fort du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit ensemble. Et comme il y a un problème de vivre ensemble, et que d'un point de vue donc de l'organisation et de l'État, enfin l'organisation institutionnelle de la cité, on n'arrive pas du tout à gérer ce problème-là, on l'accomplit, c'est comment est-ce qu'on peut s'en remettre à une figure marginale, franc-tireuse, qui intervient. Donc, je veux dire, le personnage lui-même a une inscription politique que n'a pas forcément le Doctor Strange, par exemple. Voilà. Même si on peut délirer un petit peu sur le Doctor Strange et la politique, il y a quand même des choses assez intéressantes autour des revendications du psychédélisme et des autres mondes, et l'ouverture vers la fantasy dit aussi beaucoup de choses politiquement, mais c'est moins direct. Voilà. Chez Batman, je pense qu'il y a une prise directe avec la cité. Voilà. Ouais. Quand je parlais de politique, c'est presque, si je peux dire ça comme ça, une question de politique appliquée, vraiment souscrite au film. Parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est en tout cas moins, disons, évidemment le personnage, tu l'expliques très bien dans ton livre, transporte avec lui toutes les valeurs entre guillemets qui sont les siennes, et par là même une vision politique du monde. C'est la politique représente. Oui, pardon. Oui, la politique de la cité n'intéresse pas tellement Burton, ça c'est évident. C'est une politique du corps, par contre. Hein. C'est comment, et c'est la grande question de Nolan, hein, c'est comment exister en tant qu'individu différencié dans le collectif. Voilà. C'est toujours un peu ça. Il y a de très belles scènes autour du pingouin, effectivement, hein, autour de ça dans le film. La question des élections, hein, dans le Batman 2 est vraiment très bien. Il y a une question politique, mais autour vraiment du corps, de l'acceptation. Ça, c'est bien. Mais c'est pas le grand sujet de Burton. Ouais. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas, subterfuge, ce genre de choses. Mais il n'y a pas vraiment une question fondamentale, comme chez Nolan, où il la pose en termes éthiques. Hein. On a parlé de démonstration tout à l'heure. À l'intérieur, c'est dans le 2, bah oui, c'est le Joker. Hein. Il y a cette fameuse scène des détenus sur un bateau, qui tire le premier, qu'est-ce qu'on sacrifie. Bon, ça, c'est des grandes questions d'organisation de la cité, y compris dans des questions qui nous occupent finalement beaucoup aujourd'hui sur le retour de la place de la militarisation dans notre Europe. Voilà. Question de ces dimensions sacrificielles, etc. Elles sont reposées politiquement aujourd'hui comme on ne pensait plus les voir posées depuis très très longtemps. Ouais. D'ailleurs, les films de Nolan convoquent régulièrement des codes du cinéma militaire, quoi, vraiment particulièrement le dernier. Mais, absolument. Des films de guerre, comme on dit. Mais justement, sur Gotham, moi, il y a un truc, j'avais l'impression que dans le Matrix, Gotham est... Enfin, c'est un des trucs qui m'a intéressé dans le film, c'est justement le rapport entre Batman et Gotham. Les deux sont traités de la même manière, vraiment fort en vase clos, peut-être plus encore que dans d'autres films, renfermés sur eux-mêmes, avec Batman qui n'a vraiment plus aucune... Tu parlais tout à l'heure d'un personnage solitaire, mais qui avait quand même beaucoup de personnages autour de lui. Là, dans le Reeves, c'est vraiment sa seule socialité, c'est aller à un enterrement, si mes souvenirs sont bons, c'est vraiment assez bref, il y a peu ça, et avec Catwoman. Je trouve que c'est un truc qui est vaguement réussi dans le Reeves, c'est ce rapport, ce rapport entre le côté renfermé de Batman et le côté renfermé de la ville qu'il défend. Oui. C'est d'ailleurs une ville qu'on voit très peu. Hein. Moi, je peux... Il ressemble à un mélange entre New York et Chicago. On voit beaucoup le dessous du métro. Ouais, c'est ça. On voit quelques fétiches, un toit, un métro, c'est à peu près tout. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y avait quelque chose pourtant vraiment à faire autour de cette. Ça me plaisait bien comme idée. En fait, je veux dire, pendant le film, je me suis pas embêté non plus parce qu'il y a souvent des choses où je me dis oui, et puis non en fait, notamment les motos. La manière dont la ville peut être structurée à partir des positions de motos qu'il dépose à différents endroits. Là, je me dis, il y a quelque chose sur la géographie de la ville qui peut être construit, mais bon, c'est pas développé. Il y a une idée, mais qu'on ne peut que décrypter a posteriori, qui est l'idée de la Batcave qui ne traite pas du tout et qui semble être le vieux terminal du métro, etc. Et donc, il pourrait poser cette idée que Batman se déplace de manière souterraine, mais le film le traite pas du tout. Et donc, pourtant, je pense qu'il y a par la volonté de le plonger complètement dans le noir, dans l'obscurité, il aurait pu développer une forme d'expressionniste un peu plus à mi-chemin entre la vision un peu naturaliste de Nolan et celle de Burton. Et je trouve qu'il reste là encore dans un entre-deux où la stylisation n'est pas très présente en fait. Elle est juste, l'architecture est juste noyée dans de la pénombre ou dans de la fumée. Sans qu'en plus que ce soit une matière. C'est ça qui me déçoit un peu.
c'est de faire un film aussi noir sans faire du noir une matière. Voilà. C'est en ça que c'est pas vraiment un film de Pierre Soulages. Oui. Bon, messieurs, si vous êtes d'accord, je vous propose d'arrêter là. Merci énormément, Dick Tomasovic, d'être venu. Plaisir. Merci beaucoup. Merci, Lucien Alflans. Merci Dick. Merci, Manuel As. Merci, Dick. Merci à tout le monde. Et merci beaucoup à nos auditeurs. Nous, on reviendrons très prochainement avec un nouveau numéro, moins exceptionnel, malheureusement. À très bientôt. Au revoir.